Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Serial Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, journaliste française, le visage du JT de TF1 par excellence qu'elle a présenté pendant plus de 20 ans, le vendredi soir et le week-end sur TF1. Après l'émission Entrée libre sur France 5 ou encore Passage des Arts, Claire Chazal est à la manœuvre du Grand Échiquier sur France 3, une émission de culture qui rassemble les artistes du moment autour d'un thème. Nous y reviendrons. En attendant, on retrouve Claire Chazal sur scène pour la lecture de textes de sa bibliothèque idéale. C'est au théâtre Poche-Montparnasse jusqu'au mois de juillet. Un échange alors suivi de Mon coup de cœur à 16h05, Lucille. Et on découvre alors nos invités tout en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Serial Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Claire Chazal. Bonjour. Merci beaucoup. Alors j'ai une toute petite, alors c'est très immodeste ce que je vais faire, mais vous avez rappelé très gentiment que j'étais officier des Arts et Lettres. J'avoue que j'avais un peu oublié, mais je suis surtout officier de la Légion d'honneur. Alors je suis désolée, mais comme Gabriel Attal me l'a remise il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. C'est un signe. Bon voilà, j'en suis un peu fière. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une jolie fierté pour vous. Oui, c'était une surprise et bon, mes parents ne sont plus là, mais je pense qu'eux auraient été fiers, donc je vais beaucoup penser à eux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être mon invité aujourd'hui. Je suis très honorée de vous recevoir pour votre actualité, mais aussi avec un ADN dans cette émission assez précis, tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, Claire Chazal. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je pense que je suis assez obstinée, libre et entière au sens de une recherche de la vérité, de la sincérité, disons. Voilà. On verra si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Claire Chazal, vous êtes née un 1er décembre à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Vous allez passer seulement vos vacances scolaires là-bas, mais vous allez grandir à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris, avec vos parents, Jean Chazal, qui aura eu plusieurs métiers au cours de sa vie, ajusteur, instituteur, énarque, magistrat de la Cour des comptes, et votre mère, Josette Rongère, institutrice, devenue professeure de lettres. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, Claire Chazal, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Ça correspond peut-être au qualificatif que je me suis attribué. Il y avait du sérieux chez moi, parce que mes parents ont dû faire beaucoup d'efforts pour s'extirper, pour sortir de leur milieu social d'origine, qui était très pauvre. Mes grands-parents étaient ouvriers, l'un chez Michelin, l'autre dans la coutellerie à Thiers. Et donc, mes 2 parents ont fait cet effort considérable de devenir ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire professeurs ou hauts fonctionnaires. Et c'est ça qui dominait, je crois, chez moi. C'est-à-dire ce sens de l'effort, le goût du travail. Et je pense que ça m'est resté. Il y avait aussi, bien sûr, une atmosphère dédiée à la lecture et à la culture au sens livresque, principalement. Et non pas au sens du spectacle vivant. Mes parents étaient des grands lecteurs et ils passaient leur temps, outre le fait que ma mère préparait ses cours et corrigeait ses copies, mais c'était plutôt ça qui les occupait et je pense qu'ils les avaient aussi réunis tous les 2. Ça fait de vous quel genre de petite Claire ? Ça fait une petite fille assez sérieuse, même très sérieuse, plutôt très bonne élève, aimant l'école. Et la danse ? Et bien sûr la danse, que je pratique à ce moment-là, vers 8-9 ans, et que je continue à pratiquer, mais attention, en amateur. Hein, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. Et je faisais les choses sérieusement, comme la plupart des choses. Donc j'étais plutôt timide, mais j'avais des amis, c'est-à-dire que je n'étais pas solitaire. Voilà. Claire Chazal, vous êtes élève au lycée Jean de La Fontaine et à 17 ans, vous obtenez un baccalauréat scientifique, mention bien, avant de sortir diplômé de HEC à 22 ans et de décrocher un DEA d'économie à l'université, ce qui va bien sûr vous servir dans votre carrière. Oui, alors je précise que je n'ai pas fait le mémoire, donc je le précise quand même, même si mon professeur de thèse m'a donné un feu vert, mais le DEA n'est pas complet. Alors je voudrais quand même être... Ça, c'est votre côté... Non, mais on ne va pas commencer à s'attribuer des diplômes qu'on n'a pas complètement. Votre rêve, je crois, c'était l'ENA.
Alors, c'était pas mon rêve, non. C'est ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire une grande école parce que c'était un peu la tradition familiale et puis que l'université ne m'attirait pas. J'ai donc fait HEC assez vite, puisque j'avais fait des études scientifiques et aussi, bien sûr, de philosophie. Mais je suis rentrée dans cette école et ces écoles de commerce ne m'ont pas intéressée. Au fond, je me suis fourvoyée quand j'ai fait ça. C'est pas grave, je n'ai pas regretté. J'ai eu un diplôme important qui a été évidemment précieux pour le reste de ma carrière, mais je me suis aperçue que je n'aimais pas du tout l'entreprise et du tout cette atmosphère-là, ni les problèmes que je devais y rencontrer. Donc, je me suis dit, je vais plutôt aller vers la fonction publique. D'où le fait que j'ai passé l'ENA, sans succès, je le précise. Et après, ma vocation est venue, j'allais dire très rapidement, pour le journalisme, qui m'éloignait de l'entreprise privée. Voilà. À 24 ans, Claire Chazal précisément, vous allez donc entamer une carrière de journaliste en tant que reporter pigiste, tout d'abord pour Europe 1, où nous nous étions croisés pour les 60 ans d'Europe 1, puisque j'étais chef de projet sur cet événement-là, pour les revues L'Usine Nouvelle et L'Expansion, suivi du journal Le Quotidien de Paris de Philippe Tesson, à qui vous rendez un vibrant hommage sur scène au Poche Montparnasse aujourd'hui. Mais oui, j'ai eu cette chance inouïe, et je m'en suis rendu compte très vite, et après toute ma vie naturellement, d'avoir, après avoir bien sûr tapé aux portes de l'usine, comme vous l'avez rappelé, parce que je ne connaissais absolument personne dans ce métier, dans ce milieu, en essayant de placer des papiers dans les journaux économiques, puisque c'était ma matière. Quand je suis arrivée chez Philippe Tesson, dans ce quotidien de Paris, où c'était la liberté qui dominait, l'intelligence, la curiosité intellectuelle, l'humour aussi, j'ai trouvé ma place tout de suite. Et grâce à Philippe Tesson, j'ai non seulement appris vraiment ce métier, parce que nous faisions tout, nous étions dans une petite rédaction d'un quotidien, donc il fallait mettre la main à la pâte, il fallait rédiger des brèves comme faire des grandes enquêtes. Nous étions absolument autonomes et il nous faisait confiance, et c'est ça que j'ai trouvé chez Philippe. Et puis aussi bien sûr une émulation intellectuelle, des drôleries permanentes et le plaisir d'être là. Donc je lui dois ma passion pour ce métier. C'est ce que vous dites c'est lui qui m'a appris et donné le goût du métier. Vous dites exactement cela sur scène. C'est aussi votre manière de respecter, je crois, une promesse en vous essayant à nouveau à la scène pour, je crois, la 4e fois en tout cas, mais en tout cas au Poche Montparnasse, chez lui. C'est la première fois, oui, je suis beaucoup venue aux Poches parce que Philippe Tesson avait l'amour du métier de journaliste. C'était un immense journaliste, et écrivait merveilleusement, mais c'était aussi, on le sait très bien, un passionné de théâtre, et ses chroniques théâtrales sont innombrables, des milliers, dans les journaux très importants, du Canard enchaîné jusqu'au Figaro Magazine. Et je le croisais énormément dans les salles de spectacle. Et il faut rappeler qu'il a eu le courage et la passion d'acheter un théâtre, qui est ce petit théâtre de poche, d'acheter une revue, l'Avant-Scène Théâtre, qui est une revue de théâtre, et une librairie de théâtre. Donc il a dédié sa vie à ça, aux artistes, aux metteurs en scène. Et il est resté libre, puisque il est tout seul chez lui. Et Stéphanie Tesson, sa fille, a repris les manettes du Poche et elle est chez elle. Et c'est très courageux aujourd'hui de diriger un théâtre, on le sait bien. C'est très compliqué financièrement. Donc j'avais fait cette promesse à Philippe et nous l'avons tenue avec Stéphanie. Voilà. Est-ce que finalement, la manière dont vous parlez de Philippe Tesson aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le tournant que vous prenez aussi. L'envie de cette culture à foison, de cette manière passionnée. Je pense qu'il m'a, de toute façon, j'ai eu le sentiment que ça me correspondait, parce que cette façon d'exercer le métier, bon, moi j'étais journaliste économique chez lui, mais il y avait une ouverture d'esprit immense dans ce journal, un service culture qui m'intéressait beaucoup, un Paul Gilbert à la politique, au service politique, la politique étrangère était merveilleusement aussi assurée, et Philippe avait lui une culture très grande, et surtout, et je veux vraiment insister là-dessus, une grande liberté d'esprit. C'était pas du tout un idéologue, c'était pas du tout quelqu'un qui était inféodé au moindre parti. Je dirais que c'était un anarchiste d'une certaine façon. En fait, il ne voulait pas être assujetti à quiconque. Il était libre, il avait son argent, son quotidien, grâce au quotidien du médecin et à Marie-Claude Tesson, sa femme, qu'il avait créé et dirigé, bien sûr. Mais nous avions là une possibilité de nous exprimer comme nous le voulions. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement précieux. C'est pour ça que ça a habité toute ma vie. Et ça a nourri après, évidemment, mon amour de la culture. Culture, évidemment, c'est une passion d'amateur. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais
Mais je crois que ça a jalonné ma vie, des livres jusqu'au spectacle vivant. On entend en tout cas toute l'affection que vous portez à Philippe Tesson. Par la suite, dans la chronologie de votre carrière, vous contribuez à 29 ans à la rubrique économie dans le journal financier Les Échos, d'Émile et Robert Servan-Schreiber. Et puis, pendant 12 ans, sur Radio Classique, dans votre émission L'interview de Claire Chazal, dans laquelle vous receviez chaque vendredi une personnalité qui faisait l'actualité culturelle et artistique, un peu comme nous sommes en train de le faire, Claire Chazal. Avec beaucoup de plaisir, parce que la radio, c'est merveilleux et vous devez l'expérimenter tous les jours. Et j'allais vous demander justement, Claire Chazal, est-ce que la radio aujourd'hui serait une opportunité pour vous, en tout cas une porte? Mais j'adorerais. J'aime beaucoup la presse écrite et d'ailleurs j'ai la chance d'écrire maintenant dans le Parisien la dernière page du magazine où j'écris sur ce que là aussi on me laisse une grande liberté. C'est bien sûr de la culture, des livres, du théâtre, du cinéma. Quand j'ai eu cette expérience sur Radio Classique, j'y suis restée une douzaine d'années. J'étais à ce moment-là sur TF1. Mais ça me permettait, et avec un grand bonheur, non seulement d'expérimenter ce mode d'expression qui est très chaleureux, parce qu'il n'y a pas de contraintes au fond à la radio, et puis ça me permettait surtout de recevoir des artistes que je ne pouvais pas recevoir à 20h sur TF1. C'est normal. Le public est très large et si je veux recevoir Denis Podalides à la Comédie Française, j'ai plus de mal. Tout à fait. Ou Éric Ruff, ou un auteur, ou un compositeur comme Jean-Michel Desprats, ou des choses comme ça. Et ça, j'ai eu cette chance-là, au fond, d'élargir ma palette et de faire des rencontres merveilleuses grâce à la radio. Avant TF1, Claire Chazal, vous allez apparaître à la télévision d'abord comme grand reporter, spécialisé toujours en éco, économie sur Antenne 2, avant les journaux présentés dans le magazine Télématin et puis aussi la nuit. Puis un jour, la porte de TF1 s'ouvre. Madame, monsieur, bonsoir. Voilà, ces premiers mots que nous avons tant aimés. Est-ce qu'il y a une émotion en entendant ce générique, Claire Chazal? 16 août 1991, je me souviens évidemment tout à fait de ce journal, de la chaleur qu'il faisait, de la fatigue énorme que j'ai ressentie à préparer ce journal, qui était une fatigue nerveuse, mais aussi une fatigue physique, parce que on apprend sur le tas. En fait, on est lancé dans un 20h sans en avoir fait avant. Bien sûr, j'avais, comme vous l'avez rappelé, présenté les journaux du matin, longtemps celui de la nuit sur Antenne 2, c'était encore Antenne 2, et grâce à ça, j'ai été repérée et embauchée sur TF1. Mais au fond, je n'avais pas l'expérience du 20h. Et quand on est lâché, surtout sur une très grande chaîne, c'était très compliqué. Donc cette journée a été à la fois passionnante et très longue et très fatigante. Et puis progressivement, bien sûr, d'abord on apprend, et puis tout est plus facile, et tout est plus léger, et tout est moins fatigant. Et puis après, c'était parti, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce coup de fil, potentiellement, quand on vous a appelé pour vous dire, voilà, on vous propose le 20h? Oh, oui, alors il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que en 1991, j'étais donc sur Antenne 2, je présentais le journal de la nuit, et c'était évidemment à ce moment-là un journal de 22h30, c'était pas très tard, c'était d'ailleurs très agréable, et à ce moment-là, c'était la première guerre du Golfe, et donc il se passait énormément de choses après 20h. Donc notre journal était important, et d'ailleurs celui de TF1, à peu près à la même heure, était aussi assez important. Et j'ai eu cette conjonction que je n'ai jamais retrouvée dans ma vie, bien sûr, qui est unique, de recevoir 3 propositions de 20h. Donc de la 5 d'abord, qui était la chaîne dirigée par Yves Sabouret, et qui voulait que je vienne d'ailleurs remplacer Guillaume Durand, qui présentait un très bon 20h, très original et très personnel. Donc ça, c'était la première proposition. Je dis, pourquoi pas, bien sûr. Ensuite, TF1 est venu me chercher, mais tout l'état-major, bien sûr, parce que je n'ai pas eu qu'un coup de fil, mais j'ai eu énormément de coups de téléphone de Patrick Lelette, d'Étienne Moujotte, de Michel Cotta, de Patrick Poivre-d'Arvor, de Gérard Carrérou. C'est-à-dire, je sentais une volonté collective de me faire venir. Et puis, la 2, à qui j'ai dit, mais écoutez, on me propose, moi, un journal de 20h, donc je vais partir. Et là, ils m'ont dit, mais on te signe ou on vous signe une lettre d'embauche pour le 20h. Donc, cette chose miraculeuse est arrivée dans ma vie. J'avais 34 ans et on me proposait 3 20h. J'ai choisi TF1.
Vous avez choisi TF1. À votre avis, quels sont les atouts que l'on doit avoir pour présenter un JT ? Alors, je ne saurais pas dire parce que, outre le fait qu'il faut être dans une très bonne rédaction, parce que c'est un travail d'équipe, et moi je l'ai expérimenté pendant les 24 ans de TF1, où tout compte, le style, la façon de filmer, la réactivité, la rapidité, l'écriture, etc. Ça, bien sûr, c'est ce qui porte le journal et c'est ce qui fait la qualité d'un journal. Après, il y a celui ou celle qui incarne le journal et qui apparaît à l'écran. Et ça, je ne sais pas comment définir ce qui fait qu'on regarde quelqu'un ou qu'on écoute quelqu'un et que j'ai pu ou pas capter l'attention. Je dirais que c'est un mélange de voix, d'intonation, d'écriture, de regard, d'expression, même d'expression du corps. Et tout ça est assez... c'est une alchimie très mystérieuse parce que ça ne s'apprend pas. Ça est. C'est ainsi. Et c'est ce qui s'est passé, je pense. Claire Chazal, vous l'avez dit, vous allez rester 24 ans à la présentation du vendredi au dimanche sur TF1, tout en étant rédactrice en chef de l'information. Oui, parce qu'on était patron de son journal. Alors, j'étais avec un rédacteur en chef, bien sûr, hein, on était deux. Mais je veux dire que le travail le plus passionnant était évidemment de construire le journal. Voilà. Vous animez également les soirées électorales de TF1. Vous devenez directrice adjointe de la rédaction de l'information de TF1, chargée des reportages, à la présentation aussi de cette émission, reportage, magazine d'information, de la rédaction de TF1, grand reportage également que vous gérez. On m'a dit de vous, c'est une très grande bosseuse. Oui. Moi, je suis sérieuse. J'aime bien aussi être un peu sybarite, mais je suis très sérieuse, moi. Donc d'abord, je ne procrastine jamais. S'il faut faire quelque chose, je ne fais jamais ça au dernier moment. Moi, quand je dictais le journal, je prenais mon temps. Je n'arrivais jamais en courant sur le plateau. Je préparais, je travaillais. Oui, moi j'ai toujours estimé que j'avais pas des facilités considérables. Je veux dire que j'ai pas une mémoire énorme. Donc je n'avais pas de choix que de travailler. Oui, voilà, d'être là, d'être sérieuse, voilà. Vous avez interviewé de très nombreux politiques. Est-ce que l'un d'entre eux vous a marqué pour une bonne ou une mauvaise raison, en tout cas un moment de télé fort ? J'en ai eu beaucoup, bien sûr, énormément. Et d'ailleurs, les moments les plus marquants, finalement, de ces journaux, outre, malheureusement, j'allais dire, les catastrophes, les pages spéciales dédiées à un attentat, à une guerre, à une mort, et c'est arrivé ô combien. Les grands moments, c'était tout de même des rencontres et des interviews et qu'on essayait d'avoir et qu'on s'efforçait d'avoir avant la concurrence, évidemment. C'était ça aussi notre but. Et j'ai des souvenirs très partagés et différents. Il y avait à la fois des invités marquants parce que leur situation personnelle était compliquée. Je veux parler par exemple de Dominique Baudis ou de Laurent Fabius au moment de l'affaire du sang contaminé. Et là, il y avait quelque chose de très douloureux et de très compliqué au fond à gérer sur le plan personnel. Il y avait bien sûr des interviews qui avaient des espèces de retentissement mondial comme celle de Dominique Strauss-Kahn, puisque la planète entière le connaissait. Et là, il y avait évidemment un enjeu énorme et ce sont des moments très, très marquants pour moi. Mais il y a aussi des moments très joyeux qui sont les Coupes du Monde de football, les invités toute l'équipe de France qui vient sur le plateau, l'interview de Zidane quand il a donné son coup de boule et qu'il doit redorer son image ou en tout cas la modifier et au fond faire amende honorable et c'est à moi qu'il a répondu. Donc oui, tout ça, ce sont des grands moments, oui. Depuis quelques années, Claire Chazal, on vous retrouve sur France Télévisions avec d'abord le magazine culturel quotidien Entrée Libre, Passage des Arts sur France 5 et sur France 2 le dimanche soir, et puis désormais votre nouveau bébé, si je peux dire ça comme ça, le Grand Échiquier sur France 3, diffusé encore il y a 2 semaines. André Manoukian était à votre place hier. Il m'a dit de vous embrasser très fort. Voilà, puisqu'il est souvent à vos côtés dans cette émission, autour de plusieurs personnalités sur un thème, si j'ai bien compris, avec bien de nombreux invités en interprétation toujours. Cette émission, c'est j'ai envie de dire que c'est une
une façon de ressusciter un programme qui existait auparavant. C'est votre cheval de Troie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans cette émission et qu'est-ce que vous en attendez ? C'est un grand cadeau que l'on m'a fait il y a maintenant quelques années, puisque j'ai dû en animer une dizaine. Il n'y en a que 4 par an à peu près, parce que ce sont des émissions lourdes, mais qui font référence à quelque chose qui était très important pour moi, qui était ce rendez-vous qu'avait instauré Jacques Chancel et que nous regardions, parce qu'il mélangeait les artistes, les disciplines, qui faisaient que les uns et les autres se parlaient et que quelque chose se passait sur ce plateau. Et c'est ce que nous essayons de prolonger, bien sûr. Les artistes qui viennent, il y en a une quinzaine à peu près par émission, qui dure à peu près 2 heures. Ils nous offrent pour ce moment quelque chose d'exceptionnel. Une interprétation avec le grand orchestre, une chorégraphie qui nous est dédiée, etc. Et effectivement, nous essayons chaque fois d'imaginer un thème qui nous permette d'instaurer une conversation entre les artistes. Donc de faire que la réflexion s'organise. Ce n'est pas une émission de variété. Ce ne sont pas des prestations qui se succèdent. C'est des artistes qui sont réunis autour d'un thème. La dernière qui a été diffusée au mois de mars, c'était sur Édith Piaf. Donc c'était les 60 ans de sa mort en 2023. C'est une immense personnalité, très populaire, et on s'est rendu compte combien ces chansons étaient restées dans le cœur des Français et des artistes qui sont venus les interpréter. Donc oui, c'est une émission qui fait de la place à la culture, mais au sens populaire et non élitiste du terme. Le prochain numéro, est-ce que vous savez lequel Oui, a priori, cette émission est tournée. Je trouve qu'elle est vraiment assez belle. Nous l'avons tournée également au Cirque Grus. Nous l'avons consacrée à Raymond DeVos. Et Raymond DeVos, c'est aussi une personnalité immense. C'est un écrivain. Il a une écriture poétique. Il est lui-même. Il aimait le cirque aussi, malgré sa rondeur. Il montait sur le fil de fer et il faisait du trampoline. Et c'est son univers aussi. Donc, on a essayé de le reconstituer grâce à des artistes exceptionnels. Et notamment Danny Boone qui nous fait l'amitié d'être là tout le temps, et François Morel, Michel Boujna, qui sont un peu les fils spirituels de... Voilà. Et a priori, normalement, l'émission devrait passer fin mai. À noter que Jacques Pessis, que j'embrasse absolument. très fort et très calé sur le sujet, peut-être est-il à vos côtés. Bien sûr, on absolument. poursuit cette émission, je suis ravie de l'entendre. Oui, on continue cette émission avec vous, Claire Chazal. On parle dans un instant, bien évidemment, de votre actualité autour du théâtre de Poche Montparnasse, où il y a votre bibliothèque idéale. On revient juste après le rappel des titres avec également nos chroniqueurs sur Radio J. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le gouvernement israélien doit rendre dans les prochaines minutes un projet de loi sur la conscription des ultra-orthodoxes à la Cour suprême. Un texte de loi qui suscite de nombreux désaccords au sein de la coalition et qui menace de faire sauter le gouvernement. Un missile tiré depuis le sud du Liban sur la Galilée a déclenché un incendie dans la forêt de Biria en début d'après-midi. Les pompiers sont toujours sur place. Les forces israéliennes sont toujours à la recherche de l'assaillant derrière la fusillade en Judée-Samarie qui a fait 3 blessés ce matin. Des coups de feu tirés en direction d'un bus près du village arabe d'Al-Aoudja dans la région de Jéricho. Un nouveau gouvernement palestinien a été formé 1 mois après la démission du Premier ministre Mohamed Shtayyeh. Il doit prêter serment devant le président de l'autorité palestinienne dimanche. En France, le Sénat lance une mission sur la montée de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Une mission de 2 mois qui fait notamment suite au tag néo-nazi retrouvé sur l'un des campus de l'université de Nantes avant-hier. Dans un contexte de menaces terroristes accrues, un mineur a été arrêté ce matin dans les Hauts-de-Seine à Malakoff. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les cyberattaques commises sur des espaces numériques de travail d'établissements scolaires. Enfin, le gouvernement réunit cet après-midi à Bercy des parlementaires pour tenter de trouver des pistes d'économie après l'envolée du déficit de la France. Des membres de l'opposition ont d'ores et déjà annoncé le boycott du rendez-vous. Et
Merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Claire Chazal et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grande marque. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Claire Chazal, que l'on retrouve depuis le 25 mars tous les lundis à 21h précise au Théâtre de Poche Montparnasse où vous, Claire Chazal, vous présentez cette fameuse bibliothèque idéale que vous introduisez avec une phrase forte qui obligée me fait rebondir par rapport au journal que nous venons d'écouter et qui ressemble à cette phrase précise. Je crois que le monde tout entier est mystérieux et violent et je préfère dire des textes qui me plaisent pour penser ensemble. Oui, je me suis aperçue quand nous avons discuté des choix de textes que ce que je proposais, c'est-à-dire mes coups de cœur littéraires qui sont évidemment pas exhaustifs parce que ma bibliothèque, depuis le temps qu'elle est constituée, est assez large, mais que je me suis arrêtée sur des textes qui sont engageants, qui font réfléchir, qui sont graves, c'est vrai, et je préfère prévenir les spectateurs. Mais grave ne veut pas dire ennuyeux ou terrible. Grave, c'est pour réfléchir ensemble sur ce que vous venez de dire dans ce journal et sur ce qui nous entoure et sur l'incompréhension entre les gens, sur les menaces contre la paix, sur la guerre, évidemment. Donc j'ai choisi, mais ça s'est fait comme ça, des auteurs qui faisaient référence au grand drame du XXe siècle, et j'en ai 3, et notamment bien sûr à la Shoah. Et je ne vous dirais pas que c'est par hasard, parce que c'est quelque chose qui m'habite, qui est très important pour moi. Pourquoi ? Pour des tas de raisons personnelles, d'amis, de goût littéraire aussi. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est une histoire qui m'a beaucoup ébranlée. Je suis allée à Auschwitz, j'ai emmené mon fils. Et je n'ai pas, moi, je suis catholique, enfin je suis bon, voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas y penser tout le temps en fait. Et quand on s'aperçoit que beaucoup de jeunes ignorent tout ou presque de tout ce qui s'est passé, pour ça qu'il faut semer des petits cailloux et faire que les gens se réunissent ensemble autour de ces textes. Donc je lis Gary, je lis Zweig et je lis Charlotte Delbo, voilà. Et vous lisez aussi Christian Bobin et Jean Echenoz. Alors ça, voilà, on s'éloigne un peu, bien sûr, de ces drames historiques, mais voilà. Pour les sujets, en effet, qui, on pourrait le dire, nous intéressent aujourd'hui, Claire Chazal, d'abord, vous choisissez, vous venez de le dire, en premier auteur, Stefan Zweig, écrivain autrichien, journaliste, touché par un destin fuyant son Autriche natale, qui se réfugie en Europe pour partir à Londres, puis à Petropolis au Brésil, où il se suicide avec sa compagne en 1942. C'est un juif, un humaniste, un pacifiste qui n'a finalement jamais pu se résoudre à voir sombrer l'Europe, à la voir disparaître dans les mains des nazis. Et vous décidez ensuite de lire Le Monde d'hier, son dernier ouvrage où l'Europe est dans le chaos et sans espoir. Ça me fait forcément rebondir sur notre actualité que vous savez bien sûr brûlante, violente, vous le dites vous-même, au Moyen-Orient où les Juifs pensaient avoir trouvé à nouveau refuge et qui visiblement restent attaqués. Quel regard, Claire Chazal, vous avez-vous ? Parce que je vous pose cette question à vous, parce que vous avez observé année après année ce conflit, comme je l'imagine, et que vous êtes bien placé pour avoir ce regard. Alors,
c'est pas compliqué. C'est le conflit, et Dieu sait si nous avons couvert des choses, mais c'est le conflit qui a toujours suscité le plus de passion, mais dans tous les sens. C'est-à-dire des réactions, souvent épidermiques, voire violentes. Au fond, ce que nous montrions sur l'antenne, nous essayions bien sûr d'être à peu près impartiaux, mais ça, c'est impossible. Et ça suscitait toujours, mais j'allais dire des part et d'autre, de la part des Juifs et de la part des peuples arabes, ou des Palestiniens, disons, de ceux qui soutenaient la cause palestinienne, des réactions vraiment exacerbées. Et nous ne pouvions rien faire contre ça. Voilà, je n'ai jamais vu, et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose, ce conflit immémorial dont on ne voit absolument pas l'issue. On est face à ces deux choses-là. Est-ce que ce sont deux violences face à face ? Ça, c'est tout un débat. Moi, je ne sais pas le trancher. Je ne peux pas le trancher. Je ne sais pas ce que j'appelle. Enfin, j'appelle de mes vœux, au fond, des débats nuancés. J'aimerais que des deux côtés, finalement, on ait le sens de la complexité, on ait le sens des références historiques, on replace tout ça dans un contexte, dans une perspective. Mais moi, je n'ai aucune solution, ni au fond. Pas d'avis, je ne peux pas vous donner mon avis. Je ne le sais pas. Claire Chazal, vous décidez de lire Romain Gary, vous le dites sur scène. C'est un second auteur que vous traitez, que finalement vous rencontrez très tard, parce que vous décidez de tout lire très tard, une lecture masculine, dites-vous. Romain Gary, vous avez lu toute son œuvre pendant le confinement, mais choisi de lire L'éducation européenne, son premier roman. Il parle, alors vous dites que c'est très joli, hein, il parle surtout de sa maman dans La promesse de l'aube, qui lui avait prédit qu'il serait ce grand auteur et diplomate. Il va se suicider à 66 ans. Et je remarque que vous choisissez deux premiers auteurs qui finalement en finissent avec la vie. Et je remarque également au travers de ces 5 œuvres que vous avez choisies un dénominateur commun qui est la fin de vie. Oui, sans doute. C'est peut-être le hasard, mais il se trouve que ces deux grands auteurs, effectivement, vont se donner la mort. Stefan Zweig, parce que vous l'avez dit, il regarde les robes s'effondrer. Et qu'au fond il est resté impuissant face à tout ça. Il y a peut-être un sentiment de très grande passivité, je ne sais pas, parce que d'autres auteurs se sont plus engagés, notamment en étant journaliste, éditorialiste. Stefan Zweig, il est parti, il est en exil, il est loin, il est en Europe, puis aux États-Unis, puis au Brésil. Romain Gary, il est beaucoup plus engagé. Il est juif et il fuit aussi, bien sûr, le nazisme, les pogroms d'abord, puis c'est bien sûr le nazisme. Mais il va s'engager fortement auprès du général de Gaulle, au point d'être un pilote de chasse qui va se cracher je ne sais combien de fois, qui remonte dans son avion, qui n'a peur de rien et qui s'engage physiquement dans la résistance et qui devient un compagnon de route, bien sûr, de Gaulle. Son suicide, à lui, il est peut-être lié à l'âme russe, à cette gravité ou cette passion ou cette tristesse profonde qui habite sa mère, lui. Il y a aussi, bien sûr, le rapport à l'autre et le rapport à la séduction et le rapport au temps qui passe. Et c'est très fort chez Romain Gary, bien sûr, il l'a écrit dans ses livres. Et à cette impuissance qu'il sent monter en lui et aussi à la disparition de sa force de séduction. C'est un homme qui n'a que 66 ans, mais qui a le sentiment aussi qu'il ne s'est pas renouvelé en tant qu'auteur. Il y a énormément d'amertume autour de Romain Gary, mais c'est plus quelque chose de tourner sur lui-même, je pense, que chez Stefan Zweig, qui regarde ce monde s'écrouler. Mais le hasard a voulu que ces deux-là, se donnent la mort. Il y a une phrase dite par Romain Gary qui est « À quoi ça sert de prier ?» Ah oui. Qui m'a marqué. Ouais. Alors, c'est vrai, il a un rapport très particulier à la judaïté. Il en parle dans ses entretiens, mais pas tant que ça dans son œuvre, finalement, même si c'est lui, évidemment. C'est ce qui le domine. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il s'engage aussi fortement pendant la guerre contre le nazisme. Mais je pense qu'il est assez profondément athée, Romain Gary. Oui, il a... c'est pas au nom du judaïsme qu'il va
c'est peu présent dans son œuvre. Voilà. Mais c'est là. Bien sûr, c'est là. Un troisième texte très poignant, le témoignage de la résistante Charlotte Delbo, avec lequel vous finissez, rescapée d'Auschwitz, qui délivre « Dans aucun de nous ne reviendra ». Voilà un texte très émouvant, une partie d'une collection Auschwitz et après, sortie en 70. Il faut rappeler qu'elle a gardé ce texte pendant 20 ans avant de pouvoir, de se décider à le publier. Et j'aimerais que vous nous fassiez un cadeau aujourd'hui, si vous voulez bien, Claire Chazal, parce que je vous ai trouvé, très émouvante. Et je me suis permise d'imprimer les premiers mots. Alors, Charlotte Delbo n'est pas juive, elle a été l'assistante de Louis Jouvet, elle est donc nourrie du théâtre, elle est arrêtée comme résistante communiste, d'abord à Auschwitz, puis Ravensbrück, et elle va revenir. Donc c'est une rescapée des camps, et elle va effectivement écrire, témoigner, dans notamment ce très beau livre, ce livre bouleversant qui s'appelle « Aucun ne reviendra », c'est tiré d'ailleurs d'un vers d'Apollinaire qu'elle a emprunté pour le titre. Et ceux qui sont allés à Auschwitz, visualisent ce train qui arrive et qui ne repart jamais, ou qui n'arrive nulle part finalement, et qui emmène les déportés. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle décrit. Il y a les gens qui arrivent, ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent, ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle à l'arrivée et un café qui s'appelle au départ. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Mais il y a une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits, qui ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Ceux qui en avaient ont emporté de l'or parce qu'ils croyaient que l'or pouvait être utile. Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés en enfer. Pourtant, ils n'y croyaient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer. Mais puisqu'ils s'y sont, ils s'arment et se sentent prêts à l'affronter, avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec les souvenirs de famille et les papiers de famille. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. Quelle dimension pour vous ce texte aujourd'hui, Claire Chazal ? Moi, je pense que ce sont des témoignages qu'il faut relire et relire. D'abord parce que les survivants vont tous disparaître. Nous n'avons pratiquement plus de témoignages vivants des camps et c'est très important. Donc il faut garder ces écrits-là et les transmettre, bien sûr, et les lire aux jeunes générations, les inciter à voyager, à aller voir sur place, aller à Yad Vashem, aller dans les camps où c'est parfaitement organisé pour qu'on comprenne ce qui se passait. C'est évidemment incompréhensible, parce que ce que l'on voit est inimaginable, mais c'est juste une nécessité de maintenir l'histoire vivante. Merci Claire Chazal. Votre bibliothèque idéale est donc à découvrir au Théâtre Poche Montparnasse pour un moment de lecture partagée. Je dis partagée parce que vous êtes aussi très à l'écoute des propositions que l'on peut vous faire. Vous échangez avec votre public. J'aime bien, je veux bien en tout cas échanger. Oui. Très beau cadeau que vous faites. Voilà, un moment de grâce presque tous les lundis soirs à 21h jusqu'au 1er juillet puisqu'il y a 2 jours de relâche. Tout de suite, ça c'est vrai. On part au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour David Schweger. Bonjour Cyrielle et bonjour Claire Chazal. Bonjour.
Comme à l'habitude, vous l'aurez deviné, Claire Chazal, je suis en charge de la partie théâtre, donc de cette chronique culture. Et je tenais à vous remercier profondément, Claire. Car combien de fois suis-je obligé, et Cyrielle Sarah Cohen ici présente m'en est témoin, d'aller chercher aux confins de l'officiel des spectacles une pièce susceptible de plaire à un invité qui ne nous a pas indiqué ses préférences théâtrales ou nous a indiqué des pièces plus programmées ou pas encore programmées. Avec vous, les choses furent limpides. Hamlet de la metteuse en scène brésilienne Christiane Jataï, actuellement à l'affiche du théâtre de l'Odéon. Qu'à cela ne tienne, j'étais au 3e rang de la salle Moiré et Lambrissé du prestigieux théâtre dirigé par Stéphane Braunschweig hier soir. Alors quelles sont vos impressions, David ? Eh bien, il faut se laisser prendre par la main par Christiane Jataï et avoir le goût d'un certain exotisme littéraire, si je puis le formuler ainsi, pour se glisser dans ce Hamlet d'un genre bien particulier. Car la metteuse en scène, bien connue pour ses récents travaux sur la règle du jeu de Renoir à la Comédie Française et Ithac déjà à l'Odéon en 2018, où elle est artiste associée et qui est coutumière des relectures radicales et en rupture avec une vision trop classique du théâtre, fait de la tragédie élisabéthaine, comme l'a bien noté la critique du Monde Fabienne Darge, une sorte de drame familial bourgeois. Tout commence à grand renfort de projections cinématographiques pour mettre en scène l'apparition fantomatique du roi, son père, un prince Hamlet qui n'est désormais plus sur la scène de l'Odéon qu'un adolescent anorexique et mal dans sa peau. Merveilleux, Loïc Corbery quand même. C'est pas Corbery, c'est... celui qui fait le spectre du père. Ah oui, tout à fait. Mais c'est Clotilde Hem qui incarne... qui incarne qui n'est plus donc ce Hamlet sur la scène de l'Odéon qu'un adolescent anorexique et mal dans sa peau qui décide de faire la vie à sa mère et son beau-père dans le cadre d'un confortable appartement parisien dont on connaît tous les codes esthétiques, entre lampes champignons, large divan gris anthracite, cuisine américaine à l'appareillage de rouge chromé, ouverte sur le salon. Hamlet va s'amuser en guise de canular adolescent avec ses deux compères Guildenstern et Rosencrantz et l'aide de toute sa famille à monter une pièce qui ne va pas être vraiment du goût de son beau-père. On se chambre beaucoup dans cette famille recomposée, on s'amuse beaucoup aussi, on ne sait plus très bien si le couple formé par Gertrude et Claudius est vraiment un couple de terribles régicides ou simplement la projection par un adolescent androgyne et névrosé d'un fort complexe d'Oedipe. Le couple parental semble jouir devant l'ado d'une félicité un peu bonasse, de trop pour celui qui vient de perdre son père. Christiane Jataï, qui aime à mêler le théâtre et le cinéma, mais aussi le théâtre et la chanson pop, nous campe Gertrude et Claudius comme des quadras tout à leur nouvelle histoire d'amour, qui cuisinent, qui boivent un peu trop comme des néo-amoureux et ne cesse de se bécoter au son de Can't Take My Eyes Out of You de Gloria Gaynor ou de Nothing Compares to You de la regrettée Sinéad O'Connor. Alors un petit mot peut-être, David, pour lever le voile sur ce que vous avez pensé de cette mise en scène également. Sincèrement, il y a des choses esthétiquement intéressantes dans ce Hamlet qu'il faut aller voir un peu avec le même état d'esprit que l'on visite la Biennale d'art contemporain à Venise ou à Lyon. Le plaisir non dissimulé que prend Christiane Jataï à mêler cinéma et théâtre et à employer des moyens mirifiques en projection sur toile de tulle permet quelques beaux effets, notamment au seuil de ce Hamlet dialoguant avec la magnifique figure en hologramme effectivement de Loïc Corbery. C'est la plus belle partie. Oui. Voilà, de son père. Vous êtes sévère. Non, mais je trouve que les moyens qu'elle utilise, et vous avez raison de le dire, la vidéo, le cinéma, elle l'a toujours fait. Je trouve que c'est particulièrement éblouissant pendant la première demi-heure. Tout à fait. Quand on voit ce spectre, la fête et ses hologrammes. Exactement. Parfois, ces effets plus gratuits vers la fin nous donnent l'impression d'être face à de beaux dispositifs optiques d'art contemporain. Les décors signés Thomas Walgrave ont une belle patine et donnent à cette mise en scène un côté esthétique et léché. La bonne idée de confier à Clotilde Hem, actrice fétiche de Christophe Honoré, le rôle de Hamlet et l'emploi de chansons pop dans un décor si soigné évoqueront discrètement aux spectateurs ayant un peu de mémoire cinématographique les chansons d'amour d'Honoré ou un peu d'esthétique à la Jacques Demy mise à la manière contemporaine. Mais cette esthétique léchée et ce drame familial ne suffisent pourtant guère, à mon sens, à porter et faire entendre le chef-d'œuvre complexe du Cygne de Lavonne. En conclusion, je pense que vous serez d'accord avec Claire Chazal. Eh bien,
Je dirais sans hésiter aux amateurs de sensations fortes en matière de théâtre de rupture avec la tranquillité des classiques, aux amoureux des réécritures par la mise en scène de chefs-d'œuvre du passé, de donner sa chance à ce Hamlet audacieux, mais sans doute un peu juste à mon sens dans ses ambitions pour rendre sa plénitude au chef-d'œuvre shakespearien. Ceux qui, comme moi, rappelez-vous, Cyrielle, boivent un Earl Grey que s'il est de chez Twinings ou de Fortnum & Mason, hausseront un sourcil, peut-être deux. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il faut tout aller voir. Donc, cette version-là, qui effectivement a été confiée à une femme, mais c'est pas du tout la première fois. Non, tout à fait. D'ailleurs, on s'en fiche complètement que ce soit une actrice ou pas. Sarah Bernard, au 19e siècle, l'a joué. Et Clotilde Delm est une merveilleuse actrice. Donc, on est content comme ça et ça va très bien. C'est pas grave qu'elle soit une femme ou un homme. Il y a des procédés de mise en scène intéressants, ça vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord. Et puis après, il faut aller voir un Hamlet où on entend tout le texte de Shakespeare. Et voilà. Oui. Pour pouvoir faire le comparatif, en tout cas, voilà, on est dans une fantaisie qu'il faut se laisser. Il faut se laisser tenter. Le plaisir d'aller voir. Merci David Schweger. Hamlet mise en scène par Christine Jataillot au théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon dans le 6e. C'est jusqu'au 14 avril, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Claire Chazal. Bonjour. Enchanté. Petite parenthèse, sachez que l'enfant qui sommeille toujours en moi et qui regardait maintes et maintes fois vos JT est très fier et très honoré d'être face à vous aujourd'hui. C'est gentil. Être face à vous, c'est aussi une très bonne occasion de voyager dans votre univers culturel comme on le fait habituellement dans cette chronique. On fait un florilège de vos goûts culturels et ce voyage habituellement, eh bien on le commence en musique. Et on sait que vous affectionnez le travail du chanteur Raphaël, Claire Chazal. Malheureusement, ou plutôt heureusement, vous n'êtes pas du tout la seule à être fan de son travail. Et on a bien sûr déjà beaucoup parlé évidemment de son dernier album dans cette émission, dernier album qui est sorti le 8 mars dernier. Et donc on va débuter la découverte de vos goûts culturels, Claire Chazal, par un peu de lecture et plus précisément le dernier livre de Lionel Duroy. C'est un ouvrage publié le 13 mars dernier aux éditions Brochet et qui s'intitule « Sommes-nous devenus des criminels ?» Et loin d'être... On revient toujours au même thème. Hein, c'est vrai qu'on tourne un petit peu. Et sommes-nous devenus des criminels? Loin d'être une fiction, bien sûr, ce livre de Lionel Duroy, eh bien, c'est inspiré des écrits d'un général allemand. Flashback, nous sommes à l'été 1942, bien sûr en pleine Seconde Guerre mondiale et plus précisément en pleine bataille de Stalingrad qui vient juste de commencer en juillet de cette année-là. Et parmi les hauts gradés allemands, on trouve un certain commandant Friedrich Paulus, qui n'est pas encore général mais qui le deviendra. Hitler l'a notamment chargé avec son armée de plus de 300 000 soldats de prendre la ville de Stalingrad, notamment en Russie, mais contrairement à ce qu'on croit, Paulus a une certaine éthique très profonde et même s'il va continuer à obéir aux ordres d'Hitler par nécessité et jusqu'à la fin de la bataille de Stalingrad qui se termine en février 1943, Paulus, eh bien, il est tiraillé par le nombre de morts qui ne fait que s'accentuer sous ses yeux au fil des mois qui passent et c'est finalement les soviétiques qui prendront le dessus dans cette très longue bataille. Paulus, eh bien, alors qu'il venait très fraîchement d'être nommé général par Hitler, il finit capturé à l'issue de cette bataille par l'armée rouge avec le reste de son armée. Il faut préciser qu'Hitler, avec toute la lâcheté qu'on lui connaît, avait espéré que Paulus se suicide pour l'honneur des militaires allemands. Paulus qui, au contraire, sera emprisonné pendant une dizaine d'années par les soviétiques, mais deviendra un élément central par la suite dans la propagande anti-nazie et ne va finalement pas hésiter à se dresser contre son ancien camp, à tel point d'ailleurs qu'il sera appelé à la barre pour témoigner lors des procès de Nuremberg contre les derniers représentants du nazisme, et il sera d'ailleurs jamais accusé de crimes de guerre. Bon, et du coup, revenons à notre livre de Lionel Duroy, puisque ça figure parmi les livres que vous affectionnez, Claire Chazal, cette année. Sommes-nous devenus des criminels? C'est son nom, je le rappelle. Livre qui imagine ce qu'auraient pu être les mémoires, finalement, de ce général Paulus qu'il aurait pu écrire pendant ces 10 années de captivité. Et ça, eh bien, ça permet assez habilement à l'auteur de questionner le sens de la guerre et surtout le devoir d'obéissance, finalement. Ce livre, on le sait, Claire Chazal, vous l'avez trouvé passionnant et bouleversant. Qu'est-ce qui vous a touché dans la démarche de Lionel Duroy? Alors, peut-être parce que ça rejoint, mais alors c'est le hasard, c'est ce pan de l'histoire qui m'intéresse, même si je ne le connais pas comme une spécialiste du tout, mais pas mieux que d'autres, mais ça m'intéresse. Ce qui m'a touché, c'est les états d'âme, c'est la complexité au fond. C'est
qu'il n'y a pas forcément le blanc et le noir, et que ce général-là, qui a obéi aux ordres, évidemment, il a des remords, il trouve un dû qu'on ne le condamne pas finalement. Il va d'ailleurs développer une maladie qui va être comme une espèce de mal qui va le ronger et qui va compenser le fait qu'on ne l'a pas condamné. Il se pense au fond coupable d'avoir obéi. Et ça, c'est donc cette complexité qui m'intéresse. Sans doute, évidemment, que l'armée nazie était bourrée de monstres, mais certains aussi avaient le sens du devoir et de l'obéissance, et c'est ce cas-là. Et c'est évidemment intéressant. C'est la complexité humaine et de l'histoire. On va poursuivre ce voyage dans vos goûts culturels, Claire Chazal, avec une série télévisée à présent. Ah oui. Fellow Travelers, une mini-série américaine de Ron Niswaner, sortie en octobre 2023 aux États-Unis et depuis janvier dernier sur Canal+. Bande-annonce. Monsieur Feller, nous pensons avoir des raisons de vous poser une série de questions. Quelle raison? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Notre nation est menacée par les espions soviétiques et leurs sympathisants. Mais autre chose nous inquiète à la sécurité intérieure. Le nombre de personnes déviantes parmi nous. Quel est votre statut marital? Fellow Travelers, c'est d'abord un roman écrit par Thomas Malone et publié en 2007. Roman dont on a l'occasion de découvrir une adaptation donc à l'écran ici. L'histoire d'une romance entre Hawkins Fuller, incarné par Matt Bomer, et Timothy Loosling, quant à lui incarné par Jonathan Bailey. Hawkins, lui, c'est un fonctionnaire assez ambitieux et Tim, c'est un catholique qui milite activement contre le communisme. Et malgré tout ce qui peut les opposer, ils ont un point commun central dans l'histoire, à savoir être homosexuel dans une Amérique loin d'être clémente à ce sujet, pour ne pas dire carrément puritaine et intolérante. Tout commence avec leur rencontre ce soir de 1952 à l'issue d'une élection à Washington, une rencontre qui va largement dépasser le vulgaire coup d'un soir pour devenir le fil rouge d'une lutte des homosexuels pour la reconnaissance de leurs droits aux États-Unis. Et ce combat, on va le suivre sur 8 épisodes qui vont plus ou moins des années 50 aux années 80. Et oui, parce que même si en théorie les personnages sont fictifs ici, eh bien l'histoire elle est inspirée de faits réels aux États-Unis. Cette période de persécution des homosexuels, elle porte un nom, ça s'appelle The Lavender Scare, ou la peur violette comme on le traduit en français. Et le visage de cette peur n'est autre que le sénateur Joseph McCarthy, qui est derrière tout un volet de chasse aux sorcières. Alors d'une part contre les communistes présumés, mais aussi évidemment contre les homosexuels. Il faut rappeler par exemple que jusqu'en 1962, les 50 États considèrent les relations sexuelles entre personnes de même sexe comme un crime. Et pour Fellow Travelers, le réalisateur Ron Niswaner s'est bien sûr beaucoup documenté. Il voulait mettre en lumière cette période qui le touche aussi beaucoup à titre personnel, puisqu'il est lui-même ouvertement homosexuel. On va terminer la découverte de vos goûts culturels, Claire Chazal, avec Perfect Days. C'est le dernier film du réalisateur allemand Wim Wenders, sorti en salle en novembre 2023. Perfect Days, on va l'entendre rythmé par cette musique de Lou Reed, Perfect Day, qui donne justement son nom au film et qui est présente dans le film. Perfect Days nous plonge dans le monde affectif d'un personnage un peu sous la surface de la béatitude. En fait, on suit le parcours d'Hirayama, c'est un quinquagénaire qui est agent d'entretien dans la société qui gère les toilettes publiques du quartier de Shibuya à Tokyo. Il vit seul et on peut vraiment le dire, son quotidien est réglé comme du papier à musique. Du soir au matin, il répète inlassablement les mêmes gestes dans sa vie privée d'ailleurs comme dans le cadre de son travail. Et ce Hirayama semble à première vue mener une vie sereine. Certains gestes... s'il semble mener une vie sereine, en fait certains gestes trahissent progressivement. Il est très mystérieux aussi et petit à petit on découvre que des gestes trahissent son inconfort existentiel. Il y a plein de remises en question et à l'origine c'est un film qui a été commandé par Wim Wenders, qui a été commandé à Wim Wenders par la municipalité de Tokyo qui souhaite qu'il réalise un documentaire sur les toilettes publiques du quartier de Shibuya. Et le résultat, eh bien, c'est un film rempli d'émotions, très poétique et même assez contemplatif sur toutes les petites simplicités du quotidien. L'acteur a eu le prix d'interprétation à Cannes parce qu'il est assez fort. Il a été primé. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar. Tout de suite, on revient dans un instant juste après le journal sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 174e jour de guerre en Israël sur le front nord, les alertes à la roquette se multiplient depuis ce matin. Une quinzaine de missiles lancés depuis le sud du Liban ont été interceptés par Tsahal dans la matinée, dont 2 aux alentours de Tzfat. En début d'après-midi, un missile a également déclenché un incendie dans la forêt de Biria. Hier soir, Tsahal frappait des cellules du groupe chiite à Nakoura et à Tir Harfa, éliminant une dizaine de terroristes. Tsahal se prépare ainsi un peu plus chaque jour à l'éventualité d'une guerre. Une chasse à l'homme est toujours en cours dans la vallée du Jourdain, en Judée-Samarie. Tôt ce matin, une fusillade a fait 3 blessés près de Jéricho. On fait le point sur cette attaque avec vous, Pascal Sunshine. Un terroriste armé d'un fusil d'assaut a mitraillé les véhicules israéliens qui circulaient sur la route 90 au nord de Jéricho. Il a touché 2 personnes, dont l'une sérieusement. Le conducteur de la voiture a réussi à atteindre le kibboutz de Naharan où il a donné l'alerte. Dans une deuxième voiture, c'est un adolescent qui a été légèrement blessé. Un bus scolaire qui conduisait des enfants à l'école a également été mitraillé. Heureusement, l'autocar était blindé et les balles n'ont pas traversé. Tous les enfants sont sains et saufs. Le terroriste, lui, a réussi à prendre la fuite. Les forces de sécurité continuent à ratisser toute la zone à sa recherche. La Judée-Samarie et la région de la dépression du Jourdain sont en vigilance maximale avec des alertes aux attentats constantes. C'est le 14e attentat depuis le début du Ramadan et 40 tentatives ont été enrayées durant la même période. Vendredi dernier, 2 terroristes jordaniens avaient été arrêtés dans la Bika en possession de fusils d'assaut et de munitions. Ils avaient reconnu être en route pour perpétrer une attaque à Jaffa. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, un terroriste du djihad islamique palestinien, vient par ailleurs d'admettre un viol lors de l'attaque du 7 octobre en interrogatoire. Par ailleurs, le gouvernement ne s'est toujours pas mis d'accord sur une nouvelle version de la loi de conscription des ultra-orthodoxes. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait demandé hier un report d'une demi-journée de la date butoir pour présenter un texte définitif, demande renouvelée à 2 reprises cet après-midi. Pour rappel, la disposition temporaire du gouvernement en place depuis un peu moins d'1 an accordait de larges exemptions de service militaire aux étudiants de Yeshivot, disposition qui expire donc à la fin du mois sans nouvelle législation. La France reprend son financement à l'UNRWA. 2 mois après la décision de Paris de suspendre le financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il transférait plus de 30 millions d'euros à l'agence cette année. La suspension du financement fin janvier faisait suite aux soupçons selon lesquels des employés de l'UNRWA avaient participé au massacre du 7 octobre. De son côté, cette semaine, Israël a officiellement annoncé qu'il cessait de travailler avec l'agence, affirmant que l'organisation contribuait à perpétuer le conflit. L'opération Plasnet XXL se poursuit à Marseille. Les policiers ont saisi plus de 600 000 euros d'argent en liquide en début de semaine, somme liée au trafic de drogue dans la cité phocéenne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait le point sur l'opération qui a également été dupliquée dans une dizaine d'autres villes, dont Lille et Dijon, lundi. Depuis le début de ces opérations Plasnet, c'est 1357 interpellations qui sont comptées à partir de ce matin. Et je voudrais insister sur le fait que sur les 1357 interpellations, il y en a 751 qui sont des objectifs judiciaires. C'est-à-dire des personnes que les magistrats avaient, avec les services de police, en amont, dit qu'il fallait interpeller, où le RAID, le GIGN, la police judiciaire, les gendarmes sont venus tôt le matin, encore comme ce matin ici à Dijon, interpeller, essentiellement pour du trafic de stupéfiants, mais ça peut être aussi du banditisme sur d'autres sujets qui est en lien avec le trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement cet après-midi. Enfin, le Premier ministre Gabriel Attal va lancer une réforme globale de l'assurance chômage, une refonte qui permettrait de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs au moment de l'annonce du dérapage du déficit public. Par ailleurs, toujours pour combler la dégringolade des finances publiques, Gabriel Attal a entrouvert la porte à ce qui paraissait jusqu'ici tabou, une hausse des impôts pour des contribuables plus fortunés ou des entreprises largement bénéficiaires. Le gouvernement réunit d'ailleurs en ce moment à Bercy des parlementaires pour tenter de trouver des pistes d'économie. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain sur cette antenne. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à
à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui en direct avec notre invitée Claire Chazal, venue nous voir pour la lecture de textes de sa bibliothèque idéale au Théâtre Poche Montparnasse et jusqu'au mois de juillet. Et Claire Chazal, dans cette émission, nous avons une petite rubrique qui s'intitule l'introspection, avec tout d'abord une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons avec 10 questions maintenant. La première étant celle-ci. Claire Chazal, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous ? Pas grand-chose. Pardon de cette... Oui, je changerais des choses personnelles que je peux regretter. Mais globalement, je ne changerais pas grand-chose, non, ni de mon métier, ni de mes rencontres, ni de mes amitiés. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Alors, je ne sais pas d'abord ce que ça veut dire que réussir sa vie. C'est très difficile, ça peut varier au cours du temps, des générations. Je pense que ce que pense un jeune aujourd'hui n'est pas ce que nous pensions peut-être, je ne sais pas. Réussir sa vie, c'est peut-être avoir la liberté de faire ce que l'on aime faire, je pense même avant tout. Mais réussir sa vie, c'est aussi tracer un chemin jusqu'au bout. C'est s'accrocher à des choses, c'est aussi regarder l'autre, c'est aussi se tourner vers l'autre, avant tout. C'est de ne pas regarder seulement soi-même, mais les autres. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Alors, je dirais pas que c'est le plus bel âge n'est en rien les 20 ans. C'est plutôt autour de 40 ans, je dirais, parce que là, il y avait une forme de plénitude. Alors, pardon de revenir toujours à ce métier, mais il y avait quand même une plénitude professionnelle. Et beaucoup de chance d'ailleurs d'exercer mon métier dans des conditions très favorables, très confortables et qui me passionnaient. Et puis la maternité, donc tout ça fait que les 40 ans sont plutôt des années de plénitude, oui. Y a-t-il eu une chose dans votre vie de prime abord impossible à résoudre, mais que vous avez résolue ? Alors ça, il y a des impossibilités que j'ai qui ne sont pas résolues plutôt, je dirais. Mon rêve aurait été d'être danseuse et ça, je n'ai pas résolu ces impossibilités car j'ai beau me mettre à la barre tous les matins, il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a cette immense frustration, mais qui n'est pas très grave parce que j'ai aussi fait ce que j'aimais faire, mais et là, alors vraiment, je n'y arrive pas. Donc c'est comme ça. Alors peut-être est-ce la réponse que vous auriez pu donner à cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas ? Voilà, alors j'aurais aimé faire 4-5 pirouettes d'affilée. Ça paraît un peu superficiel, mais c'est très beau à voir et c'est un art et c'est un univers qui me porte et qui est sans doute ce qui me plaît le plus. Et je le regarde avec admiration et aussi, évidemment, beaucoup de manque. Une chose réalisée cette année, Claire Chazal, et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ça, c'est des micro-choses que nous réalisons. Moi, j'ai le sentiment de réaliser des petites choses, de lire des livres qui me plaisent, de voir des spectacles qui me procurent une émotion et qui marque une année.
Mais est-ce que ça va marquer toute ma vie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est déjà très heureux si on peut parsemer sa vie quotidienne de petits cailloux précieux qui ne changent pas la vie, mais qui vous permettent de tenir. Si je vous parle d'amour, Claire Chazal, comment cela résonne en vous ? Ça résonne de plusieurs façons, et ça résonne principalement autour de l'amour maternel, bien sûr, et qui emporte tout, et de l'amour pour les amis, de l'amitié, voilà. Si vous pouviez changer une chose au choix, sur votre corps ou bien sur votre personnalité, que choisissez-vous ? Je changerais, j'arrêterais le temps qui passe, je retrouverais la peau de 30 ans, non pas d'ailleurs l'énergie, parce que j'ai le sentiment de faire pas moins de choses, même au contraire, peut-être plus de choses qu'avant. Donc je ne suis pas moins active, mais le temps est laisse des traces sur la peau et le visage. Et ça, j'aimerais bien l'arrêter, oui. Si vous étiez présidente, Claire Chazal, votre première mesure ? Alors là, ça n'a jamais effleuré mon esprit. Mais je pense qu'elle serait dédiée à la culture. Je vois ça comme ça. Je ne sais pas si ça serait une mesure, mais ça serait au moins une déclaration. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que je suis bienveillante, que je suis à l'écoute des autres. Voilà. Merci beaucoup, Claire Chazal. Tout de suite, on découvre le coup de cœur ensemble sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée coup de cœur aujourd'hui. Merci à vous. Vous avez 2 dames culture en face de vous, donc c'est merveilleux de pouvoir parler avec vous. Vous êtes une jeune artiste, vous êtes produite, donc ça c'est une très grande chance. Vous êtes donc accompagnée. On va découvrir votre nouvelle EP qui s'intitule Lucille, puisque c'est un EP éponyme. Et on découvre Samy Samy avant de découvrir votre single chanté en direct sur Radio J. Ciel depuis la terre, écrire sur des pierres qu'on jette à la mer, du sable et du verre pour bâtir l'univers libre comme l'air. Samy, Samy, c'est pas fini, fini. Ne t'en va pas, reste avec moi. Samy, Samy, j'ai bien compris, compris. Où que je sois, où que tu ailles, aïe, aïe, aïe. Mon cœur n'oublie aucun détail, aïe, aïe, aïe. On le sait, c'est la fin. Et mes pleurs ne changent rien. Alors que le vent balaye souvent les poussières d'antan. Parfois je t'entends. Des ronces et du lierre ont recouvert les pierres qu'on lançait hier au loin dans la mer. Un peu solitaire, je cours vers la lumière, même si j'espère. Samy, Samy, c'est pas fini, fini. Ne t'en va pas, reste avec moi. Samy, Samy, j'ai bien compris, compris. Où que je sois, où que tu ailles, aïe, aïe, aïe. Mon cœur n'oublie aucun détail, aïe, aïe, aïe. Depuis mon cœur s'est arrêté, un bout de moi s'en est allé. Un jour on va se retrouver. Samy, Samy, c'est pas fini, fini. Ne t'en va pas, reste avec moi. Samy, Samy, j'ai bien compris, compris. Où que je sois, où que... Ce titre Samy Samy sur l'antenne de Radio G que l'on découvre. Lucille, merci beaucoup d'être notre invitée. En off, vous avez Claire Chazal à vos côtés. Et il y a comme un signe, puisque ce titre, c'est sur votre frère. Oui, sur mon frère Samuel, qui malheureusement nous a quittés des suites d'un cancer il y a un peu moins de 2 ans. Et ce que je disais à Claire Chazal, c'est que mon frère était très très fan
de vous. Et je me souviens même quand il était à l'hôpital, il m'avait dit, vous aviez fait la couverture d'un magazine, je ne sais plus lequel, et il fallait que j'aille voir tous les buralistes pour trouver le magazine, pour qu'ils puissent le lire. Donc ça me fait plaisir, c'est comme un signe qu'il m'envoie. Voilà. C'est merveilleux ce que vous êtes en train de nous raconter. Je vois que ça vous met tout en émotion, Claire Chazal, aujourd'hui avec nous sur Radio J. Alors il y a eu ce single solo, Sami Sami, que nous venons d'écouter, à rappeler quand même qu'avec votre frère, vous faisiez de la musique aussi. Oui. Un titre qui a enregistré plus d'1 million de streams, playlisté dans plus de 50 radios, dont Énergie et France Bleu. Assis dans la nuit, que peut-être nous diffuserons tout à l'heure grâce à Benjamin Arnault, ce titre Assis dans la nuit, donc avec votre frère Samuel. À noter également que aujourd'hui vous sortez un premier EP, un EP en tout cas en solo, on peut le dire ça comme ça, qui s'intitule Bang Bang Bang. D'abord, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, parce que vous avez la chance d'être produite. En règle générale, les jeunes pousses qui viennent nous voir n'ont pas cette opportunité, sont des indépendants, et vous avez cette chance-là, ce qui est assez joli. Oui, c'est vraiment génial. Alors, je travaille avec Richard Seff et son fils Frédéric. Donc, Richard, qui est quand même un producteur assez connu, qui a travaillé beaucoup dans les années 80, notamment Les Démons de Minuit, Macumba, beaucoup avec Francis Cabrel aussi. Et on l'avait rencontré avec mon frère, en fait, parce qu'on postait des vidéos sur YouTube, et puis la rencontre s'est faite un peu par hasard. Et ils ont décidé de me suivre, de continuer à me suivre en tant que Lucille dans cette nouvelle aventure maintenant. Vous êtes toute jeune, je ne sais pas quel âge vous avez, en tout cas j'arrive pas du tout à vous donner un âge. 27 ans. Une petite vingtaine. Vous allez chanter donc ce single en direct qui s'intitule Bang Bang Bang. De quoi parle-t-il avant tout d'abord Cette chanson, c'est une chanson un peu rigolote. C'est parti d'une statistique où j'ai vu qu'une personne sur 10 serait millionnaire en Suisse. Donc ça raconte l'histoire d'une fille, moi, qui part en Suisse chercher un millionnaire, mais qui tombe que sur les gens qui ne le sont pas. On aime beaucoup. Allez, on va mettre le PBO tout de suite et vous allez nous interpréter ce titre en direct sur Radio J. Ah non, non, tu n'auras jamais mon cœur, il est dans un bunker, dans une banque. Ah non, non, non. Si tu veux voler mon cœur, il est dans un bunker, trouve la banque. Une personne sur 10 est millionnaire quand t'es en Suisse. J'emmène à Genève toutes mes valises. Bonjour enchanté, il m'invite à dîner, une Rolex au poignet, je prends le saumon fumé, je me vois déjà briller comme un diamant, jalousé de toutes les affaires de chiant. Je me fiche qu'il ressemble à un mec de Kiss, pour lui j'irai même dire oui à l'église, mais l'addition arrive, il veut qu'on divise. What? Ah non, tu n'auras jamais mon cœur, il est dans un bunker, dans une banque. Si tu veux voler mon cœur, il est dans un bunker, trouve la banque. Je vais tenter ma chance à nouveau, dans une soirée au casino, non. Il paraît qu'on y voit du monde, des gros poissons, bonjour enchanté, qui vient dans mes filets, maillot du PSG, serait-ce Kylian Mbappé? Je me vois déjà dîner, chez le président, rédiger un blog et me refaire les dents. Je vois passer Marilyn et Elvis, il s'approche de nous, il lui tape la bise, c'était la soirée sosie du showbiz. Oh, tu n'aurais jamais mon cœur, il est dans un bunker, dans une banque. Si tu veux voler mon cœur, il est dans un bunker, trouve la banque. Tu n'auras jamais mon cœur, il est dans un bunker, dans une banque. Si tu veux voler mon cœur, il est dans un bunker, trouve la banque. Pas de chocolat blanc, je finis par peser lourd et je ne parle pas d'argent. Plus de chocolat blanc, je finis par peser lourd et je ne parle pas d'argent. Tu n'auras jamais mon cœur, il est dans un bunker, dans une banque. Si tu veux voler mon cœur, il est dans un bunker, trouve la banque. Lucille en direct sur Radio J avec ce titre Bang Bang Bang. C'est une pop en français, j'ai envie de dire, c'est très frais, bien écrit, ultra feel good. Merci. Et ça ne laisse personne indifférent. Je suis certaine que ça va plaire aux radios parce que c'est très commercial, donc ça va plaire, c'est certain. C'est disponible partout. C'est-à-dire en streaming. En streaming sur toutes les plateformes. Est-ce que c'est disponible en physique pour les auditeurs qui adorent la Fnac et compagnie? En tout cas, voilà, sur toutes les plateformes. Et ça marche très bien sur les plateformes. On va écouter un petit extrait de Camisa Negra pendant que nous sommes en train de
nous dire au revoir. Lucille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le succès pour cette EP. Voilà, il y a des chansons qui ont été coécrites et co-composées avec mon frère, donc ça me tient d'autant plus à cœur de faire vivre ces chansons et les chanter partout. On écoutera la chanson Stairs en fin d'émission. En attendant, je sais que sur votre EP, celui-ci, en tout cas Lucille, il y a une petite reprise de Camille Sanegra qu'on va se faire le plaisir d'écouter tout de suite en direct sur Radio J. Où est-ce qu'on vous rejoint sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, lucille.stairs. Alors Lucille, Lucille.stairs, STAIRS. Parfait pour nos auditeurs. On écoute un petit bout. Merci beaucoup d'avoir été notre invité coup de cœur. On vous souhaite le meilleur. À noter que vous êtes toulousaine, mais je pense que vous êtes à Paris. Oui, à Paris maintenant, à Paris. Mais j'ai gardé mon petit accent. Qu'on aime beaucoup. Alors là, vous prêchez une convaincue. Histoire de rappeler que si jamais vous voulez faire une scène prochainement, il y a un endroit qui s'appelle Les Étoiles à Paris qui accueille les jeunes pousses qui justement qui viennent de sortir leur EP pour le faire découvrir au public, aux spectateurs. Voilà, donc c'est une petite info à noter. Merci beaucoup. Allez, on écoute la suite et c'est le portrait avec Joseph Agostini sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Toujours à la fin de cette émission, Claire Chazal, on a pour habitude de débriefer ces jolies minutes que nous avons passées ensemble. Et donc l'expert de la situation est à ma gauche et s'intitule Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Il prend des notes. Et je tiens à dire que Joseph était avec moi lundi soir. Nous sommes venus vous voir tous les deux. Absolument. Merci. Pour cette première, nous vous avons beaucoup aimé, je dois dire. Cyrielle et moi, c'était vraiment un joli plaisir, moment, suspendu, une surprise aussi dans le choix des textes. Mais nous allons y venir. Alors, Claire Chazal, ce que je dirais de vous pour brosser votre portrait d'abord, c'est qu'il est évident pour ceux qui vous écoutent que vous êtes une danseuse. Vous êtes une danseuse. À m'écouter Mais oui, parce que finalement, vous dansez avec les mots, vous dansez depuis toujours avec la folie des hommes, leur calme olympien, leurs émotions impalpables, avec leurs incertitudes métaphysiques et leur peur de devenir. Et au fond, ça se ressent au théâtre de poche. C'est comme un condensé peut-être plus métaphorisé, plus comme une allégorie poétique finalement de ce que vous avez vécu pour de vrai, pour de brut, on dira à travers l'information. Je me trompe ? Oui, ça n'a pas toujours été léger parce que mais c'est pas léger votre spectacle, non, loin de là. Mais je le survole avec un Christian peu. Vaubin, c'est joli, Oui. Ça a beaucoup d'amour aussi. Oui, alors c'est un deuil. C'est triste, mais c'est magnifique. Oui, c'est de la poésie pure, oui. Alors, j'ai entendu que votre vie vous a convenu. Finalement, votre métier, vos rencontres, vos amitiés. Vous avez vécu, disiez-vous, dans la liberté d'avoir fait ce que vous aimiez faire, en vous regardant vous, certes, mais en regardant aussi les autres. Et c'est ce double mouvement qui me semble très important pour vous. Après tout, ne pas vous noyer dans cet égo scintillant des stars de télévision. Ça, c'est la difficulté, parce que je suis journaliste et puis il y a eu ce statut de personnage public puisque ce média télévision et notamment à TF1 parce que c'était un média puissant m'a conféré ce statut-là, donc il s'est doublé, donc le travail s'est doublé de l'idée d'avoir une image publique et de vivre avec ça. Moi, ça ne m'a donné que des joies au fond. Je n'ai jamais souffert de ça. Et ça continue à m'en donner. Donc j'ai vraiment eu du plaisir. Après, ce que vous soulignez, c'est que je crois que j'ai exercé ma liberté et que donc il y a toujours une part d'égoïsme puisqu'on fait ce qu'on a envie de faire et c'est ce que je crois. Au dépend des autres peut-être, de certains Parfois, autres qui en rêveraient. Sans doute, à certains moments, oui. Donc on s'efforce après de reporter le regard sur les autres.
Alors cette plénitude de travailler, d'être mère, cette manière de vivre avec vos impossibles, voilà ce que je dirais, et on en revient à la danse, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours ces pirouettes en filigrane, des pirouettes déplacées, sublimées. Au fond, en vous écoutant, je me disais que Raymond DeVos aussi devait être une danseuse. Ah bah complètement, oui. Malgré son corps assez replet. Absolument, il avait cette grâce qui passait dans les mots. C'est vrai. Hein, comme vous. Alors au fond, c'est ça un peu finalement, cet exercice de transfiguration perpétuelle. Alors vous avez fait allusion à l'importance de l'amour maternel, démesuré, inconditionnel, en fin d'émission d'ailleurs. Et j'ai été un petit peu étonné parce que je me suis dit qu'au fond, quand on a l'amour maternel démesuré, chevillé au cœur, on n'a pas peur du temps qui passe. Et j'ai senti malgré tout qu'il y avait cette peur. On en a peur parce que la vie avec les êtres à qui on a donné naissance se raccourcit. Alors cet horizon qui se rétrécit, ça vous fait peur. Pour ça. Donc on fait pas l'économie du temps qui passe quand on est très aimé. C'est même peut-être encore plus prégnant. Oui, c'est peut-être plus déchirant au fond. Voilà, parce qu'on sait qu'on va laisser des individus ou un individu et on ne verra pas comment sa vie poursuivra. Alors ce temps quand même, Claire Chazal, vous en avez fait votre affaire en vous immergeant dans le théâtre et la culture, parce que elle est là la véritable atemporalité dans ces textes qui dépassent les contingences historiques et qui sont plus que vifs, donc dirait Christian Bobin. C'est le plus que vie au fond que vous allez chercher au théâtre. Ah, ça de toute façon, l'émotion née d'un spectacle vivant, de la musique, de la danse, d'un texte, vous éloigne de votre condition de mortel. C'est la seule façon. Et si c'est partagé, c'est encore mieux, bien sûr, avec des gens que l'on aime. Mais ça, ce sont ces moments-là qui sont précieux et qui vous font oublier ce temps qui passe, oui, bien sûr. Alors, au théâtre de poche, il n'y a vraiment pas d'effets visuels comme dans Hamlet. Hein. Vraiment, c'est très sobre. Non. C'est très simple. Il y a un dépouillement qui est propice à l'écoute et au recueillement. Et je dirais que c'est un hymne au courage, un hymne qui ne fait pas l'économie de la perte et de la détresse. Et on sent que vous dépassez tout cela par les mots de Charlotte Delbo, par les mots d'Echenoz, par les mots de Bobin. Vous parlez beaucoup de vous. Et j'ai senti que vous aviez vraiment terriblement besoin, la nécessité dont parle Rainer Maria Rilke. Je l'ai ressenti, parce que je me suis dit, elle n'est pas qu'une journaliste de télévision et elle a envie de nous le dire, de le dire à la face du monde. Ah oui, je pense que j'ai toujours eu cette envie-là. Je ne récuse pas, j'assume complètement la télévision, même si mes parents ne la regardaient pas beaucoup et que ce n'était pas mon éducation. Mais je suis très heureuse de le faire et de l'avoir fait. Je ne l'ai pas fait, je crois, de concession intellectuelle. Mais il y a toujours quand même cette frustration qui fait qu'à un moment, on écrit un livre, qu'à un moment, on va faire une lecture, qu'à un moment... Voilà, pour inscrire quelque chose dans la durée. En tout cas, vous êtes aussi belle et charismatique dans la créativité littéraire qu'à l'antenne, si longtemps, auprès de nous, tous les week-ends. Et pour cela, bravo, parce que ce n'est pas si évident et beaucoup s'y sont cassés les dents. Oui. Et dans la vie aussi, j'ai envie de dire. Oui. Merci beaucoup, Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Claire Chazal, venue nous voir pour votre lecture de texte de votre bibliothèque idéale au Théâtre Poche Montparnasse jusqu'au mois de juillet. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Tout petit mot de la fin qui vous revient. Ah, mais simplement, c'est un accueil merveilleux et très divers, et des jeunes qu'on découvre, et des plumes, des écritures, c'est très agréable. Bravo, en tout cas, de maintenir la culture comme ça. Merci beaucoup, Claire Chazal. Merci à notre coup de cœur, Lucille, d'être venue nous voir pour son EP éponyme sur Radio J. On n'a pas menti, on a mis la musique, évidemment, ça nous tenait à cœur, c'est le clin d'œil. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous lundi dès 15h pour une émission très spéciale autour du récit de Fabien Azoulay, auteur de son livre autobiographique Istanbul, dernier arrêt. À lundi, belle journée à tous sur Radio J. C'est la fin, c'est la fin.